Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Bienvenue dans l'épisode 3 des vlogs dédiés au Buzzword Athon de Kayla de la chaîne Books & Lala. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la vidéo dans laquelle elle annonce ce challenge. C'est donc la troisième vidéo que je vous fais cette année et elle est dédiée au Buzzword du mois d'avril. On est le 1er avril et c'est pas une blague. Je sors de la douche, d'où ma tenue. J'espère que l'écho va pas être trop dérangeant, j'essaierai d'arranger un peu le son. Alors, je vais pas vous dévoiler tout de suite les 3 livres que je vais lire pour le Buzzword du mois d'avril, parce que je vais effectivement lire 3 livres. Je vais commencer par vous présenter le critère de sélection pour le mois d'avril. Le critère de sélection, c'était Nature Word. Donc il faut qu'il y ait un mot en lien avec la nature dans le titre. Petit twist. Pour ce 3e épisode du Buzzword Athon, des vlogs du Buzzword Athon, j'ai demandé à mon mari de choisir mes 3 lectures. Donc il est allé faire un petit tour dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire intégrale, et il a sélectionné 3 ouvrages dans lesquels il y avait un mot en lien avec la nature, complètement au pif. C'est pas quelqu'un qui lit spécialement, il a juste repéré des titres où il y avait un mot qui lui rappelait la nature, et il m'a sorti les 3 premiers qu'il a vus sous ses yeux. Et on va commencer par l'autrice française de ce vlog, Aurélie Wellenstein, avec Le désert des couleurs. Désert, c'est un mot en lien avec la nature. Et ça tombe bien parce que j'ai mon petit marque-page inspiré par, alors je sais plus si c'est L'ennemi de Scheherazade ou Rosen, mais on va dire que c'est Rosen, autrice française. Alors, je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle, donc je vais juste vous relire le résumé rapidement. Laissez-vous emporter au cœur du désert des couleurs. Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. Marcher dans les dunes, c'est voir sa mémoire s'effacer. Alors pour se protéger, l'humanité s'est réfugiée dans le cratère d'un volcan. Mais depuis quelque temps, le sable monte chaque jour le long de ses pentes, prêt à l'ensevelir. Malgré les risques, Kabalraï, fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, s'aventurent dans les dunes multicolores pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Mais le désert est dangereux et une fois qu'on s'y engage, il est difficile de s'y perdre. Une ode à la liberté, au pouvoir des histoires et aux souvenirs. J'ai un passé mitigé avec Aurélie Wellenstein. J'ai adoré Le Dieu oiseau. J'ai beaucoup aimé... j'ai adoré Mère morte, mais j'ai abandonné L'épée, la famine et la peste. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Que j'ai pas aimé, malheureusement, à cause du style de l'autrice et des personnages. Alors que son style me plaît d'habitude. Du coup, je sais pas du tout à quoi m'attendre avec celui-ci. Je vais fonctionner de la même manière que j'ai fonctionné jusqu'à présent avec ses vlogs. Je vais regarder combien de pages il fait. Il fait 339 pages. Alors ça, on aime, dans ces vlogs, on aime les nombres divisibles par 3. Donc, je vous retrouverai quand j'aurai atteint la page 113. Approximativement... Ouais, allez. Je vais m'arrêter au chapitre... Je vais lire jusqu'au chapitre 10 et puis je vous reprendrai à ce moment-là. Le chapitre 11 commence à la page 111. Donc, s'il y a un gros cliffhanger, je dirais peut-être le chapitre 11 en plus. Mais voilà. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est parti pour une toute petite vingtaine de jours. J'espère moins si j'arrive à tourner ce vlog avant... la fin du délai, parce que vous êtes censé voir ce vlog le 18, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai 18 jours, en gros, pour lire 3 bouquins. Et mon mari, il est gentil, mais il n'a pas forcément choisi exprès des livres courts. C'est pas grave. Je l'aime quand même. Donc, je vais entamer ma lecture, là, ce soir. Et puis, je vous reprendrai quand j'aurai atteint le premier tiers. On est le 7 avril, hier c'était mon anniversaire. J'ai passé une très bonne journée, il a fait très très beau. J'ai travaillé le matin mais j'avais l'après-midi libre. On est allé au jardin botanique à Strasbourg, c'était plutôt sympa. Je suis une éternelle râleuse, donc évidemment quand je vois des gens
qui ne respecte pas les consignes et qui marche allègrement sur la pelouse, tout ça pour se rouler une pelle sous un arbre, ça me rend tarée. Donc j'ai été un peu agacée, mais bon, c'est pas grave. On a quand même passé un bon moment, c'était chouette, je suis contente. Je vous reprends. Alors ne faites pas attention au bordel par ici. Je vous reprends, j'ai atteint le premier tiers du désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein. Du coup, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus sur l'histoire. On fait la rencontre dans le premier chapitre d'une femme qui se réveille en plein milieu de la nuit pour aller à la rencontre d'un homme, d'une créature mystique. Ils vont coucher ensemble et de cette union va naître un enfant. Cet enfant, c'est Kabalraï. Et en fait, on est dans un monde qui est le nôtre, mais qui se déroule... l'histoire se déroule dans le futur, très très loin dans le futur, et suite au réchauffement climatique et aux catastrophes climatiques qui ont eu lieu, le monde entier a été recouvert de sable, le désert, et la communauté dans laquelle vit cette femme est retranchée dans le cratère d'un volcan. Et en fait, le désert a ceci de particulier qu'il vole les souvenirs des gens. Et plus on reste longtemps en contact du sable, plus on perd des souvenirs, à tel point qu'à un moment donné, on oublie même comment respirer et donc on meurt. Et donc Kabalraï est l'enfant de cette femme, est l'enfant de l'esprit du désert. Et il est un Mimorian. Il est né dans un seul but, accompagner un explorateur à la recherche d'une cité oasis qui pourrait leur permettre de survivre à ce peuple. Il a la capacité, la particularité de grandir 7 fois plus vite que les êtres humains, un peu comme les chiens vieillissent 7 fois plus vite. C'est-à-dire qu'au moment où il va partir en expédition, avec la personne qui a été désignée pour partir en expédition, je vais essayer de pas trop vous en dévoiler, mais je crois que si je peux vous le dire parce que c'est marqué dans le... sa demi-sœur, c'est marqué dans le résumé. Donc c'est sa demi-sœur qui va être désignée pour partir avec lui, sa demi-sœur qui est plus âgée que lui. Donc sa demi-sœur, fille de leur mère, ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père, puisque le père de Kabalraï est cet esprit du désert. Donc ils sont désignés pour partir tous les deux dans cette expédition, et lui, son rôle, ça va être au fur et à mesure où Irae, sa sœur, va perdre ses souvenirs, ça va être de les récupérer pour les absorber à travers un narguilé et lui restituer ses souvenirs, lui raconter ses souvenirs afin qu'elle ne les perde pas. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que Kabalraï grandit et vieillit 7 fois plus vite qu'un être humain, c'est-à-dire qu'au moment où ils partent pour leur expédition, ça fait seulement 3 ans qu'il est né, mais il a l'aspect d'un homme de 21 ans. Et il a une mémoire un peu photographique, il a une connaissance encyclopédique de tout, il s'est énormément documenté et il a une mémoire absolument infaillible. Une fois qu'il apprend quelque chose, il le conserve à jamais. Donc ça va aussi leur être utile dans leur expédition. Et Irae, c'est plus l'aspect capacité physique. C'est elle qui va mener vraiment l'expédition. C'est elle qui va être guide de cette expédition. C'est elle qui connaît les cartes, qui a la boussole et qui les mène. Et ils sont aussi accompagnés par un oiseau. Un oiseau qui est un oiseau télépathe, mais alors ils sont télépathes que entre les oiseaux, entre eux. Donc il y a un oiseau qui les accompagne et il y a un oiseau qui va rester au cratère. Et en fait, grâce à un système de sifflement, ils vont pouvoir se donner les informations. En gros, Kabalraï et Irae vont siffler leurs coordonnées ou les événements qui se sont produits dans leur journée à l'oiseau. Et l'oiseau, par télépathie, va retransmettre ce message au cratère pour que, sur place, ils puissent savoir où ils en sont dans leur avancée. Alors c'est pas la première fois qu'il y a des explorateurs qui partent comme ça dans le désert à la recherche de cette oasis. D'après ce que j'ai compris, il y en a un toutes les générations, enfin un groupe, un duo qui part toutes les générations et pour l'instant jamais personne n'est revenu. Donc on ne sait pas si les explorateurs, un groupe d'explorateurs a réussi à atteindre cette oasis parce qu'on n'a jamais eu de nouvelles disant qu'ils avaient réussi à atteindre l'oasis. On a des nouvelles d'autres oiseaux messagers qui sont partis avec eux, qui ne sont jamais revenus non plus d'ailleurs. Mais on ne sait pas on sait même pas si cette oasis existe en fait. Pour l'instant, c'est plus un genre de mythe, une légende. Et alors, je suis donc arrivée à la page 121, chapitre 12, donc au premier tiers. Et ça a été laborieux, on est le 7 avril, hein, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est assez long et l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça, malheureusement.
Pour une fois, c'est pas une question de personnage, parce que je trouve que Kabalraï est plutôt, et même très bien fait. Je vous l'ai dit, on a l'impression qu'il a 21 ans, mais en réalité, c'est un enfant de 3 ans. Donc malgré sa connaissance absolument impressionnante, bah, il reste quand même très naïf. Et il a des réactions un peu au niveau émotionnel qui sont un peu, ben, ouais, celles d'un enfant en fait. Donc c'est assez bien fait et je trouve plutôt bien représenté. Irae, elle, on sent elle est brisée, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, on comprend que son père n'est pas là, mais son père, est-ce qu'il est décédé ou est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il a fait partie des explorateurs précédents? Je suis en train de me demander si c'est pas le cas. S'il n'a pas fait partie des explorateurs précédents. Je vous dis ce que j'en pense pour l'instant. Il n'y aura pas de spoiler dans ce vlog. C'est juste mes théories arrivées à la page 120 à peu près. Voilà. Euh, on sait que Irae et sa mère se détestent, mais on ne sait pas pourquoi. Et là, du coup, à travers les souvenirs que Kabalraï absorbe, on commence à appréhender un petit peu plus la relation entre la mère et sa fille. Donc je ne vais pas vous en dire plus pour que vous puissiez le découvrir par vous-même. Et là, enfin, chapitre 11, donc celui que je viens de terminer, il se passe enfin quelque chose d'intéressant. Ça commence à bouger un petit peu plus. Donc je pense que les choses vont aussi commencer à s'accélérer parce qu'on a cet aspect mystérieux de ben, qu'est-ce qui est arrivé au père d'Irae, pourquoi sa mère la déteste tellement, même si on a déjà une petite idée. Est-ce que c'est toute la vérité? Est-ce que c'est pas plus compliqué que ça? Voilà, donc, et puis surtout, on sait qu'en général, les Mimorianes, ben, ils vivent pas très longtemps, vu qu'ils vieillissent 7 fois plus vite que nous. Ça veut dire qu'en 10 ans, ils ont 70 ans. Une vie d'exploration du désert avec tous les dangers que ça peut comporter, ben voilà. Donc, Gabalra, il part dans cette expédition. Il est ravi, il est fier parce qu'il sait que c'est son rôle, il a été conçu pour ça, mais il sait aussi très bien qu'il n'en reviendra jamais. Il va mourir dans le désert, il est condamné à mourir dans le désert. Donc on a un petit peu ce côté doux amer. On a Irae qui est pas du tout proche de son frère, qui n'avait envie de rien savoir de lui, qui ne voulait même pas être en sa présence quand il était tout jeune. Et d'un côté, je peux comprendre parce que, alors, je ne connais pas encore toutes ses motivations à Irae, mais je me dis d'un côté, elle sait que ce frère, elle ne va pas avoir le temps vraiment d'apprendre à le connaître. Quand même un peu. C'est pas comme s'il allait prendre 100 ans dans les 10 secondes qui vont suivre. Mais elle sait qu'il est condamné à mourir très très jeune. Je sais pas si vous voyez la subtilité. Je dis très très jeune, mais en fait, il aura l'apparence d'un vieillard. C'est juste qu'il vieillit beaucoup plus vite que nous. Même si c'est dans 10 ans. Du coup, je comprends qu'elle n'ait pas envie de s'attacher. Puisqu'elle sait que de toute façon, elle va le perdre. Voilà. Donc je peux comprendre si c'est une de ses excuses, entre guillemets, je comprends, mais totalement cette excuse-là. Maintenant, est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas. On verra. Donc je vais reprendre ma lecture. Pour l'instant, comme dit, je suis un peu mitigée. Le style est génial. C'est Aurélie Wellenstein, donc je ne m'inquiétais pas forcément pour le style, c'est surtout l'histoire euh, que j'avais un peu peur qu'elle me plaise pas forcément, même si le pitch m'intéressait de base, sinon j'aurais jamais acheté. On va voir. On va voir comment ça évolue. Et maintenant que j'ai passé le premier tiers, j'ai l'impression que je vais réussir à aller un peu plus loin. Et puis surtout, je vais là essayer de l'avancer au maximum. Il est 17h13. Si je réussis à aller jusqu'au deuxième tiers, ce serait pas mal aujourd'hui, sachant que ça représente juste approximativement 113 pages. Je pense que c'est faisable. Et comme dit, maintenant que je suis arrivée à ce moment-là de l'histoire, je pense que les choses vont commencer à accélérer. Donc, on va voir. Pour l'instant, je suis encore un peu indécise. J'ai compris du coup, je comprends mieux l'histoire, parce que c'était pas forcément hyper évident au départ. Ouais, on verra. Je vous reprendrai du coup quand j'aurai atteint ce deuxième tiers. On est lundi, on est le 8 avril, et je vous reprends parce que j'ai atteint le deuxième tiers du désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein. Je n'aime pas cette histoire. Je passe pas un bon moment. Je suis pas intéressée en fait. J'arrive pas à m'attacher au personnage. Je trouve que Ira est particulièrement antipathique. Je trouve que Kabalraï est très naïf, mais ça je vous l'ai déjà dit, et je trouve que c'est plutôt bien
représentatif de son âge réel. Je trouve qu'il y a un manque de communication, un vrai manque de communication entre eux, et il y a un manque d'empathie l'un envers l'autre. Je trouve qu'il se passe des choses très bizarres que je n'arrive pas encore à expliquer. Je suppose que l'autrice va boucler son histoire de manière à ce que tout soit compréhensible, mais j'ai vraiment du mal. Je vous ai dit que le style était très bon, c'est Aurélie Wellenstein, effectivement, le style est bon, mais sans vraiment parler de style, plus au niveau de la construction du récit, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions. Donc, et quasiment d'un chapitre sur l'autre. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Du coup, là, je vais le finir. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous dévoiler l'intrigue non plus. Mais on est à un moment donné de l'histoire un peu crucial. Il y a quelque chose qui vient à l'instant de se passer, qui va, je suppose, déterminer la fin. Donc, je vais le finir parce que je suis quand même curieuse, j'ai quand même envie de savoir, mais je suis pas sûre de la note que je lui mettrai au final. On est toujours le 8 avril, mais il est 21h, donc je vais clôturer cette update, pas ce vlog, parce que j'ai encore 2 livres à lire, mais cette update et vous donner mon avis final sur Le désert des couleurs parce que je l'ai terminé, avant d'aller prendre ma douche et de me mettre au lit. Je pense pas que je vais commencer mon autre lecture tout de suite parce que c'est une version, j'ai la version audio, donc je vais pas forcément mettre le casque. Je vais peut-être lire un petit peu de mon autre lecture par contre. Je suis en train de lire Ariane de Jennifer Saint pour le Magical Redaton et j'aime vachement. C'est cool, mais je vous en parlerai dans le vlog que vous verrez le premier jeudi du mois de mai, normalement. Alors, Le désert des couleurs. Comment vous dire tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent sur le fait que ça n'avançait pas, que j'avais du mal à m'attacher au personnage. Je vous rappelle que c'est un roman qui fait 340 pages, 339, non, 340 exactement. Mais la dernière page numérotée, c'est la page 339. Du coup, c'était plutôt cool pour moi de vous le découper en 3 morceaux. Ça faisait 3 morceaux à peu près égaux. Parce que forcément, les chapitres ne se terminaient pas sur un tiers précisément. Mais je regrette tellement que ces 2 premiers tiers aient été aussi laborieux pour moi parce que la fin de cette histoire, les 100 dernières pages, waouh, c'était du 5-star matériel. Malheureusement, à cause de ces 2 premiers tiers, ça n'en est pas un. Alors, j'ai mis 8 au personnage parce que, je vous l'ai dit, je trouve que Cabalra, il est vraiment bien écrit. C'est une créature qui a l'apparence d'un jeune homme de 21 ans, quelque chose comme ça, mais qui en réalité n'est né qu'il y a 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Du coup, il est encore très naïf et je trouve que c'est très bien retranscrit. J'ai moins aimé Irae, mais parce que j'avais un peu du mal à la cerner jusqu'à ce que je commence à comprendre qu'il y avait quelque chose de dramatique qui s'était passé avec elle. Et on ne prend la mesure du drame qu'elle a vécu que dans le dernier tiers. Je vous le dis, c'est le dernier tiers, vraiment, il m'a plu, mais c'est un truc de dingue, c'était incroyable. Gros trigger warning, en revanche, que je ne vous dévoilerai pas parce que comme ça ne se passe que dans la fin, j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Donc, je vous invite à vous renseigner si jamais vous avez peur de certains... Si vous êtes sensible à certains sujets, renseignez-vous bien avant de commencer cette histoire. J'ai mis 8 à l'atmosphère parce qu'on a le côté... Enfin, ce désert, déjà, on croule sous la chaleur, la difficulté de leur voyage, l'inéluctabilité aussi de leur destin. Cabalraï, on sait qu'il va mourir dans ce désert parce que il vieillit 7 fois plus vite qu'un être humain et son rôle c'est d'accompagner sa demi-sœur jusqu'au bout, enfin, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. On sait aussi que Irae est condamné également à périr et à perdre ses souvenirs, à se déliter. En fait, ils se délitent tous les deux à leur façon. Elle, psychologiquement, parce qu'elle va perdre ses souvenirs, et lui, physiquement, parce qu'il vieillit 7 fois plus vite qu'un être humain normal. Donc on a l'épée de Damoclès au-dessus de la tête tout le temps, et leur périple n'est pas de tout repos. C'est une traversée du désert, littéralement. Donc ils font face à de grands dangers.
d'autant qu'il y a des créatures pas forcément bienveillantes qui peuplent le désert. J'ai mis 8 au style de l'autrice parce que c'est bien écrit. Je vous l'ai dit, je regrette un tout petit peu les quelques répétitions que j'ai repérées, mais rien non plus de vraiment hyper dérangeant. Et alors par contre, gros big up. Je suis obligée de le dire parce que quand ça va pas, je le dis. Donc quand ça va, il faut le dire aussi. Je n'ai pas relevé une seule faute d'orthographe, de grammaire ou de quoi que ce soit dans ce texte. Aurélie Wellenstein est une autrice française. Le correcteur, parce qu'il est mentionné, c'est Maxime Gilliot, acolyte et partenaire de Crime de toujours de Sophie Jomain, que j'aime beaucoup. Et waouh, impeccable. Je n'ai rien à redire sur la correction, sur le texte, enfin la mise en page, voilà, tout est à ce niveau, tout est parfait. Donc franchement, bravo. J'ai mis 8 à l'histoire parce que j'étais intéressée par les prémices. Je voulais savoir un petit peu ce qui allait se passer avant de commencer ma lecture, j'étais intriguée. Au niveau intrigue générale, j'ai mis seulement 7 parce que c'était un peu trop long pour moi. Je trouve que c'est dommage que j'ai dû passer les 226 premières pages à ramer un petit peu pour enfin arriver à la partie intéressante. Donc c'est une histoire de goût personnel, je pense. Il y a d'autres personnes qui seront fascinées et qui apprécieront ce début d'histoire. Pour moi, c'était pas assez... Il se passait pas assez de choses, il n'y avait pas assez d'action dans cette partie-là. C'est dommage. Au niveau de la logique, j'ai mis 7 également parce que tout est plutôt logique. On est aussi dans un récit assez onirique. On est sur de la science-fiction post-apocalyptique avec une ode à la nature, aux histoires, aux souvenirs, au fait de transmettre son histoire. Mais je trouve que il y a certains éléments du récit qui, pas qui coulent de source, mais disons que je trouve que l'un est parfois l'autre. Parce qu'il n'y a pas que Kabalraï qui a toutes les réponses. Je vous ai dit il a une connaissance encyclopédique d'à peu près tout, il a une mémoire photographique, donc il a une mémoire absolument démentielle. Mais je trouve que parfois l'un comme l'autre, ils arrivent à des conclusions. On ne sait pas trop comment ils sont arrivés à ces conclusions-là. Parce que même en étant plutôt malin et en ayant un bon esprit de déduction, je ne suis pas convaincue que ce soit aussi évident que ça de trouver les réponses. Alors, ils en chient, hein, ils ne trouvent pas les réponses comme ça du jour au lendemain, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment... On voit pas vraiment leur cheminement de raisonnement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Et au niveau plaisir global à la lecture, j'ai mis 7, principalement grâce à cette troisième partie qui était absolument phénoménale. Parce que, comme dit, je me suis un peu ennuyée au début. C'est aussi pour ça que ça m'a pris un peu plus d'une semaine pour le lire. Je suis contente de l'avoir lu. Je suis contente de l'avoir découvert. Je ne suis pas sûre que j'aurais loupé grand-chose si je ne l'avais pas lu, mais rien que pour cette fin, je suis vraiment contente. Par contre, je pense pas que je vais le garder spécialement parce que vu comme c'était laborieux au début, je suis pas sûre que j'aurais envie de le relire. À la limite, je relirais peut-être juste la fin. Mais bon, c'est pas vraiment le but de l'histoire. En fait, je pense que ça paraît pas non plus déconnant la façon dont l'autrice a créé son récit parce que tout ce qu'on découvre dans cette troisième partie, c'est tellement riche en émotions, tellement fort, tellement dur. Je me dis, en fait, les 2 premières parties servent peut-être à faire que le lecteur en apprenne un peu plus sur les 2 personnages, les apprécie plus, devienne plus proche d'eux, et que cette troisième partie soit d'autant plus choquante du coup, parce qu'on a eu le temps de s'attacher au personnage. Moi, je me suis pas attachée au personnage du tout pendant les 2 premières parties, ça n'empêche que j'ai été très touchée et choquée par ce qui leur arrive, ce qui leur est arrivé, et qu'on découvre dans la troisième partie. Donc je pense que les personnes qui n'ont pas été dérangées par la lenteur du récit ont été d'autant plus touchées, d'autant plus choquées par la fin.
Donc je peux comprendre qu'il ait une aussi bonne note, je crois qu'il a 17 sur Livre Addict. Moi je lui ai mis 15 au final et 4 étoiles sur Goodreads. C'était quand même une... Je vais pas dire que c'était une bonne lecture, c'était quand même une bonne lecture, 15 c'est une bonne note, mais voilà, c'était un peu long. Et puis les révélations qui arrivent à la fin. Alors il y a un des trucs auxquels je m'attendais pas forcément, même si j'ai pas été super étonnée, je m'y attendais pas forcément. Par contre, une des autres révélations, c'était assez logique pour moi. Bref, voilà mon avis pour Le désert des couleurs. Il me reste 2 livres à lire pour cette vidéo. 2 livres qui ont toujours été choisis par mon cher et tendre. Alors, il y en a un des 2 dont j'ai la version audio qui est disponible sur Nextory. Et l'autre, je n'ai pas la version audio qui est disponible sur Nextory. Alors je sais pas, peut-être que je trouverai la version audio ailleurs, mais je me suis dit que pour couper un peu et accélérer éventuellement le processus de ce vlog, j'allais commencer par le livre dont je possède la version audio, de manière à aller un peu plus vite. Et ce livre, je vous rappelle que la thématique pour le buzzword du mois d'avril, c'est Nature World. Donc il faut que je sorte un livre de ma pile à lire, dans le titre duquel il y a un mot qui est un lien avec la nature. Et mon chéri a choisi The Hurricane Wars, donc la guerre des ouragans. La guerre de l'ouragan. Ouragan, on est d'accord, c'est un lien avec la nature. Hein. Donc, de Thea Kwanzon, il est, comme je vous l'ai dit, disponible en audio sur Nextory. C'est l'édition Fairy Roots. Je ne me souviens pas du tout de quoi ça parle. Et je pense que je vais même pas tenter de vous faire un résumé. C'est le livre d'octobre 2023, donc pas si vieux que ça. J'ai un character art. Je vous ferai peut-être un petit close-up plus tard avec mon téléphone. Et je pense pas que je vais vous dire un petit peu plus précisément de quoi ça parle. Je vais le commencer. Et puis je vous retrouverai au tiers. Je vous retrouverai au tiers et arrivé au tiers, je pourrai vous dire vraiment de quoi ça parle en espérant que je l'apprécie. Alors j'ai découvert que c'était écrit tout petit. J'espère que la version audio va m'aider à aller relativement vite dans ma lecture, sachant que vous êtes censé voir, on est lundi, vous êtes censé voir ce vlog jeudi prochain, la semaine prochaine. Donc il me reste 10 jours à peu près pour lire 2 romans. Je crois que le dernier livre, ma troisième lecture est plus courte que celui-ci. Et celui-ci, il fait 480 pages. Ok. Je vous laisse du coup, et puis comme dit, je vous reprendrai quand j'aurai atteint le tiers de cette histoire. On est mercredi le 10.
je viens d'arriver au premier tiers de The Hurricane Wars et j'ai des choses à vous dire. Alors, je vous reprends maintenant parce que je vais le découper en 3 comme je fais la plupart du temps dans mes lectures, dans mes vlogs. Déjà, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle parce que je crois que je ne vous ai pas donné de synopsis en vous disant que j'en saurai plus quand je l'aurai commencé, ce qui est effectivement le cas. Donc on a d'un côté Talassine, qui est une jeune femme de 20 ans et qui est soldate dans les légions d'un pays. Et c'est la guerre depuis 10 ans, la guerre de l'ouragan. Alors on l'appelle comme ça parce qu'il y a une région ennemie qui a des bateaux tempêtes et qui sont capables d'utiliser les vents, les vagues et les éclairs et tout ça pour détruire des villages. Donc c'est un peu pour cette raison qu'on appelle The Hurricane Wars. Et on a donc un pays qui est divisé en plusieurs régions, on a un continent qui est divisé en plusieurs pays, on va plutôt dire ça comme ça. Et ils étaient tous dirigés de manière à peu près... comment dire, je ne vais pas dire égale ou démocratique, mais tout se passait plutôt bien entre ces pays, jusqu'au jour où il y en a un qui a décidé de se rebeller et de conquérir tous les autres, comme c'est souvent le cas. Donc, on a Talassine qui fait partie d'un pays, et on a de l'autre côté Alaric, qui est le fils du roi du pays qui envahit tous les autres. Il y a de la magie dans cet univers. Talassine a une magie qu'elle doit cacher parce qu'elle est vraisemblablement la dernière survivante capable de manipuler cette magie, qui est une magie de la lumière. Et en face, Alaric et son peuple sont adeptes de la magie des ombres. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal. C'est exactement le synopsis de Shadow and Bones. Shadow and Bones, je crois qu'il n'y a pas de S. À chaque fois, je dis la même chose, mais voilà. Donc oui, c'est très inspiré, je trouve. D'autant plus qu'on a également des personnes qui sont capables de manipuler la pluie, le vent, le feu et d'autres choses comme ça. Je vais essayer de pas aller trop loin dans le résumé. Talassine et Alaric se rencontrent pour la première fois sur le champ de bataille dès le chapitre 1, il me semble. Elle a, je vous l'ai dit, masqué ses pouvoirs parce que toutes les personnes qui sont capables de manipuler la lumière ont été exterminées, en fait. Comme je l'ai dit, elle doit être la dernière survivante. À moins qu'il y en ait qui se cachent ailleurs, mais on ne le sait pas. Et ils ont été exterminés par le père d'Alaric. Et donc ils se rencontrent sur le champ de bataille. Donc lui, il est extrêmement étonné parce qu'il pensait que tous les manipuleurs de lumière... manipulateurs, n'importe quoi, manipuleurs. J'invente des mots, je suis fatiguée. Avaient été exterminés, ce qui n'est pas le cas. Et en fait, dès leur première rencontre, tu sens que va se passer un truc, évidemment. C'est de la fantasy romance, donc bon, Enemies to Lovers, qui est mon trope préféré, donc ça me gêne pas plus que ça, mais là, c'est genre vraiment flag, quoi. Ils sont tous les deux fascinés par l'autre, genre au premier regard, alors qu'ils sont vraiment ennemis, enfin, ils sont sur le point de se trucider l'un l'autre, hein, donc bref. Autre chose qui m'a un petit peu... Ouais, je vais m'arrêter là pour le... Ah si, Talassine, on ne sait pas d'où elle vient. Elle a été abandonnée dans un orphelinat alors qu'elle avait 1 an. Donc on ne sait pas du tout d'où elle vient. Elle a été recueillie par une famille et ensuite elle a intégré les troupes de l'armée. On apprend très très rapidement d'où elle vient. En réalité, dans le premier tiers, on l'apprend très très vite et j'ai trouvé que c'était justement peut-être un petit peu trop rapide. C'est pas que j'ai du mal à voir où veut nous emmener l'autrice, je sais exactement où veut nous emmener l'autrice, il n'y a pas de surprise, c'est un schéma, un scénario très classique pour l'instant. Je passe un bon moment, mais il n'y a rien de vraiment absolument transcendant. Et surtout, je trouve qu'il y a un gros manque de logique. À un moment donné, Talassine et Alaric se retrouvent... ils sont en train de se battre et ils sont capturés
parce qu'ils se sont introduits sur un troisième territoire. En gros, donc il y a ces deux pays qui se font la guerre. Disons que celui qui a envahi les autres pays a envahi presque tous les autres pays du continent, sauf deux, le pays de Thalassine et un troisième pays qui est plutôt neutre en fait. Ce pays refuse de s'engager dans ce conflit, ce qui fait que pour l'instant les méchants les laissent tranquilles. Pour combien de temps, on ne sait pas. Bref, ils s'introduisent tous les deux sur ce fameux continent, sur ce fameux pays neutre, pour une raison que je ne vais pas vous dévoiler, et ils sont arrêtés, ils sont emprisonnés, et je sais plus où je voulais en venir avec ça. Ah oui, et ils sont interrogés. Les gens, ils veulent savoir pourquoi ils sont là, donc normal, ils entrent par effraction, entre guillemets, bref. Et en fait, le mec, alors ils arrivent dans ce nouveau territoire et ils découvrent une forme de magie qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent, que je ne vais pas vous dévoiler non plus, je vous laisserai découvrir. Mais pendant l'interrogatoire, Thalassine est la première à être interrogée, avant Alaric, et pendant son interrogatoire, le général, le soldat, le gradé qui l'interroge, lui pose des questions évidemment, auxquelles elle répond en mêlant la vérité, en disant la vérité autant qu'elle peut, mais en même temps en étant très très comment dire, évasive parce qu'elle veut pas non plus tout dévoiler. Par contre, elle lui pose des questions sur cette forme de magie du coup qu'elle ne connaît pas. Elle s'étonne, hein, mais comment vous avez réussi à nous attraper, mais comment ça fonctionne, comment ça s'appelle, et le mec il lui donne toutes les réponses. T'es en face d'un ennemi potentiel, oui, on va dire ça, d'un ennemi potentiel que tu viens d'arrêter, qui s'est introduit par effraction sur ton territoire. Enfin, par effraction. Non, il n'y a pas d'effraction quand tu rentres sur un territoire. Enfin, t'as traversé la frontière, c'est pas une effraction. Mais vous voyez ce que je veux dire. Elle n'avait pas le droit d'être là. Et il te pose des questions, toi tu vas répondre à toutes les questions. D'autant plus que ce sont des questions de sécurité nationale. Tu lui donnes toutes les billes. Tu as un avantage technique, technologique et stratégique par rapport à elle et par rapport à son pays. Et tu vas lui expliquer comment fonctionne ta technologie. Ça n'a aucun putain de sens. Pour moi, cette conversation était lunaire. Sans compter que c'est... Non, ça je vais pas vous le dire parce que ce serait vous spoiler. Bref, je suis à la page 163. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais basculer sur mon autre lecture peut-être. Je vais peut-être aussi... J'ai une ou deux vidéos sur YouTube à regarder, donc je vais peut-être faire ça. Demain, on est jeudi, je ne travaille pas l'après-midi, mais j'ai pas mal de choses à faire. Je dois faire des courses, je dois ranger et faire le ménage dans la maison. Donc, je sais pas si j'aurai le temps d'avancer dans celui-là. Peut-être, on verra. La version audio m'aide à aller très 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 vite. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, pour l'instant, je suis mitigée. Je m'attache pas spécialement aux personnages, même si ils sont sympas. En plus, je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de substance, en fait. On a passé très très peu de temps avec Alaric. On a un point de vue omniscient dans cette histoire. Il n'y a pas un chapitre, on est avec elle, un chapitre, on est avec lui. Dans un même chapitre, on peut basculer de l'un à l'autre, entre deux paragraphes. C'est complètement déséquilibré entre les deux personnages. Et puis, je trouve qu'il y a Alors évidemment, c'est le début, hein, donc il y a encore des éléments pour lesquels j'ai pas les réponses, mais je trouve que c'est un peu trop facile pour l'instant. Et je trouve qu'il y a une timeline, une chronologie en fait des événements. Là, je viens d'entamer la deuxième partie. J'ai lu le dernier chapitre que j'ai lu, c'était le premier chapitre de la partie 2. Et on est déjà 4 mois après les événements de la première partie. Sauf que c'est la guerre. Ils sont en plein milieu d'une guerre. Et du coup, je ne comprends pas qu'il y ait 4 mois qui se soient écoulés comme ça, sans qu'il ne se soit rien passé, sans qu'il n'y ait pas eu de nouvelle attaque. D'autant que l'attaquant est vraiment hyper puissant et n'a aucune raison de repousser, de retarder plutôt, ses actions. Donc ouais, au niveau de la logique, c'est pas trop ça quoi. Je vais reprendre ma lecture, je vais continuer et puis on va espérer que ça s'améliore un petit peu, même si malheureusement j'en doute. Je vous retrouverai quand je serai arrivée à la fin du deuxième tiers. On est jeudi, le
11. Je crois que c'est ça, le 11. Je sais plus si je vous ai pris hier ou avant-hier. Peu importe. J'ai atteint le deuxième tiers, la fin du deuxième tiers. J'ai tendance à regarder par là parce que j'ai pas mis mon téléphone dans le bon sens. On va rectifier ça tout de suite. C'est mieux. Pour vous, normalement, ça change pas grand-chose. Mais pour moi, la caméra, elle est là. Donc, j'ai atteint le deuxième tiers. Je suis page 330. Donc, il me reste cette partie à lire. Ce qui représente approximativement 150 pages, je dirais. Un peu moins de 150 pages. Alors, ma question est la suivante. Comment est-il possible que je m'éclate autant à lire ce livre? Je n'ai pas d'explication. Je n'ai absolument aucune explication. C'est de la fantasy young adult avec un peu de romance. Un Enemies to Lovers qui est mon trope préféré. Je pense que j'ai pas besoin de plus d'explications en fait. Je suis bon public quand j'obtiens ce pourquoi j'ai signé, on va dire. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais. Alors, c'est pas le roman le mieux écrit du monde. Je vous l'ai dit, j'ai énormément de problèmes avec la logique dans cette histoire. Le fait qu'ils soient attirés l'un par l'autre, au-delà de l'aspect physique, ça me paraît totalement absurde. Mais ça fait partie du charme de la fantasy young adulte de ces dernières années et qui n'a pas beaucoup évolué, je trouve. Enfin, parfois on a des surprises, mais là, c'est pas vraiment le cas. Je m'éclate, je passe un super moment. Mon plaisir global à la lecture a le potentiel d'être bien noté, du coup, parce que même si j'arrive pas à m'attacher plus que ça aux personnages, je trouve qu'ils prennent, sans parler vraiment de décision, mais je trouve que leurs comportements sont typiquement ados, en fait. Et ils sont censés avoir, elle a 20 ans, lui en a 26, si je dis pas de bêtises. Donc, jeune adulte, oui, clairement, mais il est quand même héritier d'un empire. Elle est quand même soldate dans l'armée, donc ils ont vécu des choses tragiques et ils ont grandi plus vite qu'ils n'auraient dû. Donc je trouve qu'il manque un peu de maturité. À côté de ça, faites-vous partie de ces gens qui partagent allègrement leur musique et leurs goûts musicaux quand vous êtes en voiture? Ce n'est pas mon cas. J'apprécie moyennement quand les autres le font. Surtout quand c'est un style de musique qui me parle pas plus que ça. Bref, je revenais juste pour vous dire très brièvement que malgré tous les mauvais côtés, tous les aspects négatifs que je peux trouver à ce récit pour l'instant, c'est hyper divertissant, je m'éclate, il y a des petites punchlines de temps en temps qui me font rigoler, et il y a une tension, évidemment, il y a une tension entre ces deux personnages. On n'a qu'une envie, c'est qu'ils finissent enfin par s'embrasser. Ce qui, petit spoiler, ou pas, n'a toujours pas eu lieu à la page 330. Il me semble que c'est un tome 1. Oui, c'est un tome 1. Donc, pour l'instant, j'ai un peu du mal à voir où l'autrice veut nous emmener pour une suite. Parce que, je vous l'ai dit, il n'y a plus de mystère qui entoure l'origine, enfin les origines de l'héroïne. On sait maintenant d'où elle vient. Ils vont se retrouver, je sais même pas si c'est noté dans le résumé. Attendez, je vais regarder ce que je peux vous dire. Ok, en fait, je peux pas vous dire grand chose de plus que ce que je vous ai déjà dit sans vous spoiler. Donc, évidemment, c'est un Enemies to Lovers, donc on se doute bien que il va y avoir un ennemi plus important que la haine qu'ils se vouent l'un à l'autre et qui vont devoir s'allier à un moment donné d'une façon ou d'une autre pour tenter de vaincre cet ennemi. J'essaie de vous en dire le moins possible. Mais vu le timing auquel cet ennemi est censé arriver, à mon avis, ça va être résolu dans le tome 1. Du coup, j'ai un peu de mal à voir où on va aller par la suite.
Alors, un ennemi peut en cacher un autre, évidemment, surtout vu la nature de l'ennemi en question. Je pense qu'il y a matière à faire éventuellement un tome 2, mais j'espère que l'autrice va réussir à boucler ce premier tome de manière à ce que j'ai envie de continuer à suivre ces personnages. Pour l'instant, comme dit, je suis pas plus attachée que ça, ni à l'un ni à l'autre. Pas du tout aux personnages secondaires. Si, à la limite, il y a un personnage secondaire qui m'intéresse, que je trouve vraiment chou, mais je peux pas vous dire qui c'est. Spoiler. Donc, je vais retourner à ma lecture. Je ne sais pas si j'arriverai à le finir ce soir. Je n'en suis vraiment pas certaine. Mais je pense que j'aimerais bien. Parce que c'est vraiment très très cool. Et puis, j'ai envie qu'ils finissent par vraiment s'avouer qu'il y a un truc entre eux, quoi. Donc, je vous retrouverai quand je l'aurai terminé. Peut-être ce soir, mais c'est vraiment pas sûr. À mon avis, ce sera plutôt demain ou peut-être samedi, on verra. Et puis, voilà, c'est tout. Je viens de terminer The Hurricane Wars de Thea Gwanzon. Enfin, je viens de terminer. J'ai terminé il y a quelques heures en audio pendant ma pause de repas au boulot à midi. On est samedi, au fait, on est le 13. What? Pourquoi ça se termine là? Ce que j'attendais qui arrive est enfin arrivé au bout d'un certain nombre de pages, un nombre de pages certain. Mais je veux la suite en fait, tout de suite. Et malheureusement, elle ne sortira qu'en octobre. Et comme c'est une édition Fairloot, je vais devoir probablement attendre jusqu'en novembre, voire en décembre, pour pouvoir le lire. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Alors 14, c'est une note vraiment moyenne pour moi, mais c'est lié aux personnages que voilà, j'ai un peu de mal à m'attacher à l'un et l'autre individuellement. C'est surtout leur couple, leur relation qui m'intéresse. Et la logique, hein, je vous en ai déjà parlé, c'est pas trop ça, quoi. Mais pour le reste, au niveau de l'intérêt de l'histoire et de mon plaisir global à la lecture, j'ai mis des plutôt bonnes notes. Donc j'ai quand même envie de découvrir la suite. Je vous invite à le découvrir si vous lisez en VO. À mon avis, il va être traduit, je ne sais pas par qui, je ne sais pas quand. Mais il y a de fortes chances qu'il soit traduit. Voilà, c'était sympa. Et alors, il me semble que je vous ai dit que c'était du young adulte. Et alors, pas du tout. C'est de l'adulte. Je suis arrivée à une scène de fesses où je me suis dit, attends, ça c'est classé en young adulte? Non, pas possible. Donc j'ai vérifié. Effectivement, non, c'est de l'adulte. Donc attention, je rectifie mon erreur. Lecture adulte. Du coup, c'était ma deuxième lecture pour le Buzzword d'avril, pour un mot en lien avec la nature dans le titre, sélectionné par mon cher mari. On va passer au troisième roman, le dernier, que j'ai commencé dans la voiture, mais je n'ai pas eu le temps de finir le chapitre 1, parce que j'ai réussi aussi à trouver la version audio, et cette fois-ci on est parti pour l'Égypte, avec What the River Knows de Isabelle Ibáñez. Et je me souviens plus du tout du pitch, donc je vais faire comme pour les autres, je vais atteindre le premier tiers, et puis je vous dirai à ce moment-là de quoi ça parle, et ce que j'en pense pour le moment.
retour sous cet angle particulièrement flatteur de ma voiture pour vous parler de What the River Knows de Isabelle. Je crois que c'est Isabelle. Isabelle Ibáñez. J'ai atteint le premier tiers, donc je suis là. Page 130, et ça tombait plutôt bien parce que j'ai atteint la deuxième partie. Alors, du coup, je vais pouvoir vous dire un petit peu de quoi ça parle. Et je vais poser mon bouquin parce que je suis sur le parking du boulot. Les gens vont me regarder bizarrement. Et aussi parce que, avec le soleil, même s'il n'y en a pas beaucoup, ça éblouit, vu qu'il est plein de foil. On va faire la rencontre d'Inès, qui vit en Argentine et dont les parents sont explorateurs. Je pense pas qu'ils soient vraiment archéologues, mais je dirais au moins explorateurs. Et ils passent plus de la moitié de leur vie en Égypte. Ils sont fascinés par ce pays et donc ils passent très peu de temps avec leur fille. Inès a 18 ans, je crois qu'elle va sur ses 19 ans. Je ne me souviens plus si c'est un récit adulte ou young adulte. Faudra que je vérifie, je vous le redirai au prochain update. Inès est logée chez sa tante à Buenos Aires. Je reparlerai du côté exotique et air de vacances tout à l'heure. Avec ses cousines, et ses parents ont toujours refusé de l'emmener en Égypte, mais elle est aussi fascinée qu'eux par ce pays. Elle aimerait vraiment en apprendre un peu plus sur la culture, sur les gens qui y vivent et sur les explorations de ses parents, tout simplement. Elle est très très fière d'eux et elle a envie d'apprendre tout ce qu'elle pourrait apprendre sur eux, ses parents je veux dire, hein, parce que du coup c'est presque des étrangers pour elle en fait, malheureusement. Il lui envoie des lettres, ils échangent des lettres, il lui envoie parfois des petits cadeaux, et son père lui a offert un jour une bague, vraisemblablement un artefact trouvé dans un... on ne sait pas où d'ailleurs, trouvé quelque part. Et il y a eu de la magie dans ce monde. Pour l'instant, alors c'est très léger pour l'instant la magie, l'aspect magique. J'aimerais bien que ça continue comme ça. Je suis pas sûre que le fait que la magie prenne plus de place apporterait quelque chose vraiment au récit. Si ça reste comme ça, subtil, ça me plaît bien. En gros, la magie a existé il y a longtemps, ce n'est plus le cas maintenant, mais il y a certains objets qui restent attachés à des pouvoirs, à des... comment ? Des sensations, on sent qu'il y a une onde de magie qui s'écoule d'eux. Et vraisemblablement, la bague que son père lui a envoyée aurait appartenu à Cléopâtre. Donc on va vraisemblablement avoir tout un aspect de l'histoire qui va tourner autour de ce personnage historique, cette figure historique, que j'ai très très hâte de découvrir, parce que c'est une femme qui m'intrigue beaucoup. J'ai jamais pris le temps vraiment de m'intéresser à elle, mais c'est vrai que j'apprécie, rien que déjà visuellement, la culture et les couleurs et son statut de femme pharaon. Là, c'est la dernière pharaon. Pharaon, je sais pas si on dit pharaon. Je suppose qu'on doit dire pharaon. Et c'était la dernière. Et voilà. Donc ça m'intrigue. Je vais voir jusqu'où va ce côté cléopatresque. Donc elle débarque. Ah non, je vous ai pas dit pourquoi elle débarque. Elle est à Buenos Aires et elle reçoit un courrier de son oncle, qui est donc le frère de sa mère, qui lui annonce que ses parents sont décédés. Alors que ses parents sont décédés, non, ils ont disparu et ils sont présumés morts. C'est ça le truc. Donc, son oncle est désormais en charge d'elle, il assure sa tutelle, mais elle décide qu'il est hors de question que ça se passe comme ça, donc elle se barre. Elle prend ses clics et ses claques et elle part en Égypte pour retrouver son oncle et comprendre, découvrir ce qui est arrivé à ses parents. Et sur place, elle a quand même envoyé un courrier à son oncle pour lui dire quand est-ce qu'elle arrivait, à quel moment elle arrivait, pour qu'il puisse au moins être là pour l'accueillir, parce que c'est une jeune fille, je vous ai pas dit, mais ça se passe, c'est une fantasy, plutôt magical realism pour l'instant, plutôt fantastique, historique, parce que ça se passe en 1884. Donc c'est une jeune fille de bonne famille, seule, sans chaperon, et pas mariée. Donc elle se fait passer pour veuve pendant son voyage pour pas être emmerdée. Et donc elle est accueillie au Caire, ou à Alexandrie. Non, à Alexandrie, au port d'Alexandrie. Non,
Je vous interdis de chanter cette chanson. C'est tabou dans cette vidéo, pour cette lecture. Mais effectivement, on va pas arrêter d'y penser, vous et moi. Donc, elle débarque à Alexandrie et là, il y a un garçon, un jeune homme, d'à peu près son âge, peut-être un peu plus, probablement un peu plus âgé, qui l'accueille en lui disant en gros, je suis envoyé par votre oncle, demi-tour droite, vous rentrez direct à Buenos Aires, c'est même pas la peine d'essayer de chercher midi à 14h, vous rentrez en fait, on veut pas de vous ici, votre oncle est... non, c'est mort, vous rentrez. Donc bien sûr, Inès ne se laisse pas compter fleurette et décide de s'enfuir. Et elle réussit à prendre le train pour aller jusqu'au Caire, mais pendant son voyage en train, elle se fait voler la bague que son père lui a offerte par un monsieur qui s'appelle Sterling, je crois, et qui travaille au musée au Caire, au musée d'histoire naturelle, je sais pas, au musée archéologique égyptien du Caire. Et donc il lui vole cette bague en lui disant que en fait, il n'y a aucune raison qu'elle en soit en possession. Et ensuite, quand le contrôleur arrive, il la fait passer, elle, pour folle, en disant que c'est sa bague à lui. Et voilà, du coup, elle a perdu sa bague. Enfin, sa bague lui a été volée. Et elle finit quand même par rencontrer son oncle. Et il y a un truc étrange. Avec la disparition de ses parents... alors évidemment, on comprend totalement que Inès ait envie de découvrir ce qui s'est passé, puisqu'il n'y a pas d'explication logique. Ses parents étaient ils étaient quelques deux même. C'était des gens rationnels, prudents. Ils savaient très bien qu'on ne part pas comme ça dans le désert, sans eau, sans nourriture, sans moyen de retrouver son chemin. Donc il n'y a absolument aucune explication logique qui expliquerait que ses parents ont disparu et sont présumés morts. Donc, elle aimerait bien comprendre. Je vais m'arrêter là, je pense, pour le résumé. C'est un gros résumé déjà. Alors, on se doute qu'il va y avoir une romance entre elle et Whit, donc le garçon. Pour l'instant, les personnages me plaisent beaucoup. J'aime beaucoup Inès. Je la trouve vraiment très très chouette. Très sûre d'elle. Mais en même temps, elle n'est pas non plus... pas au point de se mettre en danger de manière... comment dire exagérée. Parfois, elle prend quelques petits risques, mais c'est des risques calculés, on va dire. Whit est très mystérieux. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur lui et j'aimerais bien en savoir un peu plus parce que, comme Inès le dit, je suis presque sûre qu'il cache un secret. Mais quel secret? Lui, c'est un Anglais, donc il a un accent anglais. Alors, je vais revenir du coup sur le côté un petit peu exotique. La narratrice a un accent espagnol, argentin. Donc, il parle quelle langue en Argentine? L'espagnol, je pense. Donc, les chapitres, c'est capítulo, uno, dos. Je ne parle pas espagnol, je ne parle pas un mot d'espagnol. Hein. À part un, dos, tres. Un pasito pa'lante, Maria. C'est tout. Voilà, ouais, j'avais dit pas Alexandrie, Alexandra, et je vous chante Ricky Martin à la place. On a les références qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc on a vraiment ce côté chaleur, on est en Égypte, même si elle est en Égypte à une période où il fait un peu moins chaud. Et je trouve que c'est assez bien retranscrit, en fait, l'autrice explique vraiment où elle se trouve, les décors, les gens, les parfums, c'est impressionnant, j'aime vraiment beaucoup. J'ai été un peu perdue au départ parce que j'écoute la version audio et comme il y a tous ces accents qui se mélangent, ça a été un peu laborieux. Maintenant que je me suis fait à la voix de la narratrice, ça va un peu mieux. Et puis alors surtout, je vais vous le montrer, je ne m'en étais pas rendu compte et c'est seulement quand j'ai voulu décaler mon marque-page du morceau où je m'étais arrêtée la veille jusqu'au morceau où je m'étais arrêtée le lendemain, on va dire, que je me suis rendu compte qu'il y avait du contenu additionnel dans ce roman. Donc, j'écoute la version audio, mais dès que je peux, je l'accompagne de la version papier. Parce qu'il y a vraiment des petites choses comme ça très, très sympas. Et en voulant zioter le numéro de page pour savoir à peu près en combien combien de pages je devais lire pour arriver au tiers, je me suis rendu compte que tout le dernier chapitre est annoté. Donc,
c'est très très cool. Je passe un super moment. En fait, on est sur un mix de... Alors, ça va être vraiment... Il y a plein de genres qui se croisent, en fait, dans cette histoire. On est sur un roman historique, parce que ça se passe en 1884, je crois, quelque chose comme ça. On est sur un récit fantastique, parce qu'on a un élément de magie dans l'histoire. Je vais réussir à remettre mon bouquin dans sa sacoche, dans sa pochette. On a une enquête, alors pas forcément une enquête policière parce que la police n'est pas impliquée, mais le but de l'histoire c'est de découvrir ce qui est arrivé aux parents d'Inès. Donc voilà, on va avoir un petit peu de romance forcément. Je sais pas si on va avoir d'autres genres, je pense pas, c'est déjà beaucoup. Mais vraiment j'aime beaucoup l'ambiance, le décor et j'ai très très hâte d'y retourner. C'est aussi pour ça que je vous prends maintenant pour cette update. Parce que ça va me permettre de continuer à l'écouter en rentrant à la maison après le boulot. Si je ne vous avais pas fait cette update maintenant, j'aurais dû attendre d'être à la maison pour pouvoir continuer à l'écouter. Donc, on est reparti. On est mardi, le 16. Vous allez voir cette vidéo jeudi, le 18. Donc, andale. Je viens de finir à l'instant la deuxième partie de What the River Knows. Je suis là. Alors, il me reste cette partie-là à lire. Je suis page 271 et il fait 396 pages. Donc, il me reste 125 pages à peu près. Vous vous souvenez, je vous ai montré le dernier chapitre en vous disant qu'il était annoté. Et je trouvais ça très très cool. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas le dernier chapitre, c'est le chapitre 35 qui est un bonus en fait dans cette édition Fairyloot. Donc c'est un chapitre auquel je ne suis pas encore arrivée, mais que je vais découvrir dans la troisième et dernière partie de ce roman, qui est repris à la fin du livre et qui est annoté par l'autrice. Enfin, il me semble, hein. J'ai cru comprendre que c'était ça. Donc il me reste à peu près 125 pages pour terminer cette histoire. J'ai pas grand chose de plus à vous dire que ce que je vous en ai déjà dit. Je passe un bon moment. Je suis pas non plus hyper emballée par l'aspect quête, recherche. Je suis un peu intriguée parce que c'est quand même assez mystérieux et puis l'Égypte antique c'est assez mystique comme univers, donc je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se dérouler. Par contre, je pensais que c'était un tome 1 et en fait non. Je pensais que c'était un one-shot, pardon, et en fait non, c'est un tome 1. Du coup, je suis un petit peu, pas déçue, mais embêtée parce que je pensais que l'histoire allait se terminer là, avec ces presque 400 pages, et en fait non, pas du tout, on va voir une suite qui devrait sortir au mois de novembre, je crois. Je ne crois pas qu'il ait été traduit pour l'instant, je ne sais pas s'il le sera. Si j'ai l'info, je vous la mettrai comme d'hab par ici. Et ouais, j'ai vraiment pas grand chose de plus à vous dire que ce que je vous ai déjà dit à la fin de la première partie, parce que on avance un petit peu dans l'enquête, on avance un petit peu dans les relations entre Inès et Whit, mais sans plus. Il y a deux narrateurs, je crois pas que je vous l'ai dit. Pour la version audio, on a une femme qui fait le point de vue d'Inès et qui fait aussi toutes les voix d'hommes quand on est du point de vue d'Inès. Et on a un homme, un narrateur masculin, qui fait la voix de Whit quand on est du point de vue de Whit, ce qui n'arrive pas très souvent, et exclusivement à la fin de certains chapitres sur quelques paragraphes. Donc vraiment, c'est assez rare qu'on ait son point de vue à lui. Mais il m'intrigue vraiment énormément ce personnage. Plus on avance dans l'histoire, plus je me pose des questions. J'ai des hypothèses dont je ne vais pas vous parler pour ne pas vous spoiler. Comme ça me permettra de vous dire à la fin si j'avais raison ou pas, mais sans que vous sachiez en quoi j'avais raison ou pas. Du coup, sans plus tarder, vous êtes censé voir cette vidéo ce soir. J'espère que ce sera le cas, mais je n'en suis vraiment pas certaine. Parce que j'ai quelque chose de prévu cet après-midi. Et je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Et comme dit, il me reste encore quand même 125 pages à lire. Donc, je suis dubitative. On verra. Je viens de finir What the River Knows de Isabelle Ibáñez, qui est le tome 1 de la série Secrets of the Nile. Alors, j'ai bien aimé ma lecture. Il y a encore beaucoup de mystères à résoudre. Il y a des retournements de situation auxquels je m'attendais. Un retournement de situation auquel je ne m'attendais pas du tout, un drame que je n'ai pas vu venir.
Je ne sais pas du tout comment va se dérouler la suite, parce que on peut pas rester comme ça. Clairement, il y a une suite de l'histoire à raconter. Il y a plusieurs méchants à arrêter. L'idée, c'est qu'on a un trafic d'antiquités. En fait, il y a des pilleurs de tombes qui se font passer pour des... pour des archéologues qui, en fait, volent sans scrupule les tombeaux et vendent les artefacts aux plus offrants. Je vous dirai pas qui sont les gentils, qui sont les méchants, évidemment. J'avais tort. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une théorie, une idée sur le secret de Wit. Mon idée était fausse, mais je vous dirai pas ce que c'était pour ne pas vous spoiler. Alors, du coup, on va le noter ensemble très rapidement parce que il est déjà 21h30, vous auriez dû voir cette vidéo à 19h ce soir et je ne sais pas si vous la verrez avant demain matin parce que... Bref, c'est pas grave, c'est de ma faute. Alors, au niveau des personnages, je vais mettre... 7. Sympa, mais il n'y a pas eu un petit truc qui ait fait que je me sois vraiment attachée à eux. Au niveau de l'atmosphère, 8. Je voulais dire... Non, 9. On est en Égypte, ça sent le désert, il y a cette chaleur, cette touffeur, je sais même pas si c'est un mot, ça, touffeur, c'est étouffant. La description des décors, des vêtements, des odeurs, de la nourriture, c'est vraiment très très beau. Je vais mettre 8 au style de l'autrice, parce que ça complète vraiment cet univers, mais que... il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'a marqué spécifiquement dans son style. Je vais mettre 7 à l'histoire parce que c'est l'aspect fantasy historique qui m'intéressait. Et clairement, on est plus sur une enquête, une découverte, une quête archéologique un petit peu pour cette histoire. Alors le côté historique, oui, mais c'est vraiment le côté fantasy qui me parlait un peu plus. Et je trouve qu'on n'en a pas assez, je trouve que c'est vraiment très léger. Je vous l'ai dit déjà, je crois, dans mon premier update sur ce bouquin. Puis en fait, l'aspect magique est vraiment hyper light. Donc, j'ai pas spécialement été déçue. Si, un petit peu quand même. J'ai quand même été un petit peu déçue. Donc, je vais mettre 7 à l'histoire. En revanche, pour l'intrigue, je vais mettre 8. Parce que j'ai apprécié la façon dont l'autrice a déroulé son scénario et les diverses révélations, même si il y en a certaines que j'avais vues venir, il y en a d'autres qui m'ont surprise. Donc, je suis plutôt contente. Et pour le plaisir global à la lecture... Ah, il y a la logique avant, j'ai oublié la logique. Pour la logique... Je vais mettre un 7. Il n'y a rien qui m'est vraiment sorti par les yeux, mais je trouve un peu gros quand même que Inès, à cette époque-là, ait réussi seule, alors qu'elle n'a jamais quitté Buenos Aires. Qu'elle ait réussi seule à se rendre jusqu'en Égypte et qu'il ne lui soit rien arrivé de tragique sur la route. Il n'y a pas que cet aspect-là du récit qui m'a un petit peu gênée en termes de logique, mais je ne veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler, donc je vais mettre 7. Et au niveau plaisir global à la lecture, je vais mettre 7 aussi. Il y a beaucoup d'éléments, je vous l'ai dit, qui sont encore troubles, mais ça laisse présager... des choses intéressantes pour la suite, je pense, qui normalement devrait sortir en novembre, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, c'était une plutôt bonne lecture. On est à 4 étoiles sur Goodreads, 15 sur Livre Addict. Plutôt pas mal, en vérité. Du coup, je vais m'arrêter là pour ce vlog. C'était un vlog plutôt moyen, que des 4 étoiles, si je dis pas de bêtises. J'ai les notes sous les yeux. C'est quoi ça, c'est un 5? Ah bah il a exactement, je lui ai mis exactement la même note qu'au Désert des couleurs. Pas avec les mêmes... pas avec les mêmes... la même répartition au niveau des points dans les critères que je note. Mais on se retrouve pour le Désert des couleurs et celui-ci à 7,57. Donc 15 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Et The Hurricane Wars, 7, donc 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads.
Donc un vlog moyen, on va dire dans la moyenne haute, mais pas non plus absolument phénoménal. J'espère que la prochaine édition du Buzzword, des vlogs du Buzzword, sera meilleure. On va croiser les doigts très fort. Je vais retourner à mes lectures pour le Magical Redaton. Et d'ici là, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!